On connaît tous les lois de la thermodynamique. Elles sont, disons, la base pour comprendre comment l'énergie fonctionne dans notre univers. Mais et si je vous disais qu'elles sont peut-être incomplètes? Qu'un scientifique a osé proposer, non pas de les corriger, mais carrément de les doubler. C'est cette idée un peu folle, cette quête qu'on va explorer ensemble. Cette question, c'est le moteur de toute une vie de recherche. Parce que si la réponse est oui, alors une grande partie de ce qu'on pense savoir sur les systèmes, que ce soit la nature, l'économie ou la société, eh bien, tout pourrait être à revoir. C'est une perspective qui donne un peu le vertige, non? L'homme derrière cette proposition audacieuse, c'est Howard T. Odum, un écologiste avec une ambition, disons, démesurée, trouver des lois énergétiques qui pourraient unifier absolument tous les systèmes, des écosystèmes jusqu'aux planètes. Son travail nous offre une perspective radicalement nouvelle. Odum a donc passé sa vie sur cette quête d'une base énergétique universelle. Une recherche qui l'a mené à formuler non pas une, mais bien 3 nouvelles lois potentielles pour l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'Odum n'était pas un physicien théoricien, non, c'était un écologiste de terrain. Il passait son temps à observer les écosystèmes, et c'est de là qu'il a cherché à généraliser ses observations. Pour lui, les principes qui organisent une forêt pourraient très bien expliquer le fonctionnement d'une économie ou d'une société. Alors, sa première proposition, c'est donc une 4e loi de l'énergie. Elle est centrée sur une question toute simple. Dans la nature, comment les systèmes sont-ils sélectionnés? En gros, qu'est-ce qui fait qu'un système gagne? Et voici sa loi. Les systèmes qui maximisent leur empower sont ceux qui l'emportent. Autrement dit, la compétition naturelle sélectionnerait les systèmes les plus efficaces pour utiliser et transformer l'énergie. C'est une sorte de darwinisme énergétique. Mais pour vraiment comprendre, il faut d'abord définir ce mot-clé, l'empower. L'empower, c'est le flux d'un autre concept qu'il a inventé, l'énergie. Il faut voir l'énergie comme le coût énergétique total d'un produit. C'est la somme de toute l'énergie solaire, fossile, humaine qui a été investie pour le créer. Donc maximiser l'empower, c'est maximiser le flux de cette énergie accumulée. Il faut savoir que l'idée d'Odum ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue lignée intellectuelle. Bien sûr, il y a Darwin et sa sélection naturelle, puis en 1922, Alfred Lotka a proposé un principe de puissance maximale. Ce qu'a fait Odum, c'est de reprendre cette idée et de l'affiner en se basant sur son concept d'énergie pour la rendre, selon lui, encore plus universelle. Ok, passons maintenant à la 5e loi. Si la 4e explique quels systèmes survivent, la 5e, elle, va nous expliquer comment ils sont structurés à l'intérieur pour y arriver. Et là, le concept central, c'est celui de hiérarchie. Cette loi nous dit que toute l'énergie n'est pas égale. Il y a une notion de qualité. Les systèmes s'organiseraient en niveaux, un peu comme une pyramide, où l'énergie est progressivement transformée et concentrée. Et la position sur cette pyramide, eh bien, elle se mesure avec un outil qu'Odum a appelé la transformité. La transmuticité, c'est donc une mesure de cette qualité ou de cette concentration de l'énergie. Par exemple, il faut une quantité absolument colossale d'énergie solaire pour produire une toute petite quantité de bois. Le bois a donc une transmuticité beaucoup plus élevée que la lumière du soleil. C'est ça, de l'énergie de haute qualité. Pour que ce soit bien concret, Odum adorait utiliser l'analogie de l'arbre. C'est une image parfaite de cette hiérarchie. Tout en bas, à la base, on a l'énergie diluée du soleil, captée par des millions de feuilles. Ensuite, cette énergie est transformée dans les branches et finalement, elle est super concentrée dans le tronc qui produit du bois de haute qualité pour soutenir toute la structure. C'est une pyramide énergétique. Et cette idée, elle s'applique aussi aux chaînes alimentaires. On pourrait se demander à quoi servent les prédateurs au sommet. D'un point de vue purement énergétique, ça ressemble à du gaspillage. Eh bien, pour Odum, pas du tout. En étant au sommet de la hiérarchie, ils fournissent un service essentiel. Ils régulent le niveau juste en dessous. Ce contrôle permet à tout l'écosystème de maximiser son empower. Chaque niveau supérieur est en quelque sorte payé pour contrôler les excès du niveau inférieur. Et on arrive à la dernière et la plus récente des propositions d'Odum, la 6e loi. Et celle-là, elle vient lier la hiérarchie de l'énergie au cycle de la matière, comme le cycle de l'eau ou celui du carbone. L'idée forte ici, c'est que la manière dont les matériaux circulent sur Terre est directement liée à la hiérarchie énergétique. Les éléments qui sont très concentrés et qui ont donc demandé beaucoup d'énergie pour l'être auront des cycles très différents des éléments qui sont plus dilués. L'histoire de cette loi est assez fascinante. Pendant des années, les chercheurs qui travaillaient sur l'énergie étaient bloqués par une question, un vrai casse-tête. Comment on évalue un matériau recyclé? Prenez une canette d'aluminium. Si on la recycle, son énergie diminue-t-elle? Ça paraissait contradictoire avec le principe selon lequel l'énergie ne fait qu'augmenter dans un processus. La solution est venue d'un graphique, un peu comme celui-ci. Odum a eu l'idée de tracer l'énergie par gramme d'un matériau, comme le plomb, en fonction de sa concentration. Et là, révélation. La courbe est exponentielle. Pour concentrer le matériau, l'investissement énergétique par gramme explose. Et tout d'un coup, le paradoxe était résolu. Quand un matériau est dispersé, sa concentration diminue et donc son énergie par gramme aussi.
Et ce qui est incroyable, c'est que ce principe ne se limite pas au plomb. Il semble être général. Que ce soit pour l'eau, qui se concentre de la vapeur jusqu'au glacier, ou pour le carbone, qui passe des feuilles au bois du tronc, la relation est toujours la même. Plus un matériau est concentré, plus sa qualité énergétique, son énergie par masse, est élevée. Évidemment, proposer de doubler les lois de l'énergie, ce n'est pas rien. L'héritage d'Odim est donc à la fois profond et, il faut le dire, controversé. Et il nous laisse avec des questions assez fondamentales. Si ces lois sont correctes, elles nous obligent à repenser notre monde. Est-ce qu'elles pourraient vraiment offrir un cadre unique pour comprendre des systèmes aussi différents que le génome humain, l'économie mondiale ou même le cosmos? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur la place de l'humanité dans la gestion des grands cycles de la planète? Odum lui-même était bien conscient du caractère avant-gardiste de son travail. Cette citation, elle montre son humilité et sa patience face au très long processus de l'acceptation scientifique. On a l'impression qu'il plantait des graines pour les générations futures. La question finale reste donc entière. Les propositions audacieuses d'Odum finiront-elles un jour dans les manuels scolaires, aux côtés des lois de la thermodynamique classique, ou resteront-elles une fascinante note de bas de page dans l'histoire des sciences? Quelle que soit la réponse, elle nous force à voir le monde à travers un prisme différent, celui de l'énergie.